À quel avenir pensent les élèves en cuisine en poussant les portes de leur établissement scolaire? Certains s'orienteront vers l'agroalimentaire, d'autres vers la gastronomie ou la restauration scolaire. C'est la question que j'ai posée au chef Arnaud lors d'un précédent épisode. Aujourd'hui, c'est un de ses anciens élèves qui participe à Saveur. Il est devenu un chef reconnu et respecté depuis plusieurs années. Avec sa compagne, à La Roche-sur-Yon, ils sont les premiers à avoir obtenu une étoile pour leur établissement. Aujourd'hui, c'est Nathan Crétenay qui s'assoit à la table de Saveur. Les sardines grillées au barbecue avec les amis? La branche de céleri dans le jus de tomate au Canada? L'accord de la cerise avec le poivre de Timut? Notre alimentation est source de nombreux souvenirs et d'émotions. Plongez dans les souvenirs gustatifs des invités. Des mots, des aliments, des plats et des émotions. Une émission pour vous donner envie de passer à table ou au fourneau. Saveur, à vos papilles, une émission qui vous fera saliver. Bonjour Nathan, bienvenue chez Saveur. Bonjour. Pendant cette émission, je vais t'inviter à piocher des mots dans les boîtes devant toi. Les mots sont en lien avec l'alimentation, la gastronomie ou les techniques de cuisine. Mais avant de piocher un premier mot, quel héritage retiens-tu de ton professeur de cuisine, Arnaud Haché, invité d'un précédent épisode de Saveur? Héritage, c'est les bases en fait. Moi, quand j'ai commencé à cuisiner, quand j'ai commencé la formation Bac Techno avec lui il y a plus de 20 ans maintenant, je savais strictement rien faire. La cuisine n'était pas l'orientation que je cherchais en fait, c'était l'hôtellerie-restauration plus globale. Donc, tourner une pomme de terre, tenir un couteau, retirer une volaille, faire un jus, une crème anglaise, des choses que je fais toujours aujourd'hui sont des choses où pour la première fois j'ai fait avec lui. Et il avait quand même cette rigueur à ce que les choses soient bien faites. Et je pense que ça, je le tiens toujours. Et peu importe ce qu'on fait comme cuisine, quand on commence, voilà, on sort un couteau, une planche, on coupe une échalote, que ça soit pour faire une salade ou quelque chose de plus complexe, on part toujours sur ces bases-là. Il faut que ces bases-là soient bonnes. Et bon, je pense que cet héritage-là, c'est ce que je tiens de lui. Ouais. Je t'invite à piocher un premier mot devant la première boîte qui est devant toi. Ça fait son effet, en fait, de voir ces boîtes. Ah, ça marche toujours, ouais. Il y a un petit frisson, il y a quelque chose, une interrogation sur le mot qui va être pioché. Alors, ail. Ail, donc le légume. L'ail, c'est pour moi quelque chose qui a évolué dans ma cuisine, quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime l'ail même cru, dans les salsas, les choses comme ça. Le préfou. Oui. Ou le garlic bread, oui. Quelque chose que j'ai adoré quand j'étais petit. Je suis d'origine britannique, donc on n'a pas le préfou là-bas, mais on a le garlic bread qu'on peut manger un peu partout. Et puis j'aimais bien ce côté presque un peu agressif de l'ail, chose que je ne travaille pas du tout au resto. Le côté agressif de l'ail. L'ail aujourd'hui, même l'ail en lui-même. Je le travaille actuellement uniquement en ail noir. Ok. Donc de l'ail que je fais maturer pendant des mois à une température pas très chaude, mais très très longuement. C'est plutôt une maturation qu'une fermentation. Et là, il passe de son côté alors déjà assez ferme à quelque chose qui s'écrase sous le doigt. Et en termes de couleur, confiture, un petit peu, une texture. Ouais, mais confiture presque une purée. Purée, ouais. Vraiment côté purée. Et en termes de couleur, on part du côté un peu écru, parfois. Pas tout à fait blanc, mais ce côté un petit peu écru, et on finit sur des notes vraiment très carbone, très noir, très brun. Alors comment on le maintient à une certaine température pendant plusieurs mois? Moi je le fais en bain-marie en fait, donc on a des circulateurs d'eau aujourd'hui qui marchent plutôt bien, donc on va venir prendre l'ail, donc je le prends au potager extraordinaire, il cultive ça exprès pour moi en fait. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir les jardiniers de là-bas qui m'ont fait un rang d'ail juste pour faire de l'ail noir. Ok. Et en plus, ils étaient cool, ils me l'ont même épluché, parce que là, il y avait quelques kilos. Ensuite, ça, je vais mettre un pourcentage de sel et d'eau, parce que pour le transformer, il faut du temps, il faut de l'eau, un peu de sel, et de la température. Donc, ma recette, mon taux d'assaisonnement, on met l'ail un petit peu écrasé avec le sel, l'eau. Je le mets sous vide, comme ça, en fait, ça permet de le protéger de l'eau. On met dans un bain-marie avec un circulateur d'eau. Là, on va venir le calfeutrer à fond pour éviter le gaspillage d'énergie. Oui. Et ensuite, on laisse comme ça. On vérifie tous les jours que c'est à la bonne température.
Et à bout de, alors parfois ça peut être 8-9 semaines, on ouvre, on regarde où ça en est, on va sortir, on va goûter, si c'est encore trop fort, on va le laisser, jusqu'à 3 mois comme ça. Et il y en a des notes qui seront entre le confit. On n'a pas vraiment des notes de caramélisé, mais on a des petites notes un petit peu acidulées aussi, pas mal de profondeur, mais on enlève vraiment cette puissance de l'ail en fait. D'accord. Et aujourd'hui, je travaille quasiment que comme ça. Parce que, alors hormis dans les jus, où on va mettre de l'ail entier dans les jus, mais qui ensuite cuit, recuit, où on a plus cette singularité de l'ail qui est là, mais qui est plutôt dans un bouquet garni global. Mais dans un menu, si je commençais avec un amuse-bouche pré-fou, par exemple, avec de l'ail assez puissant, je pensais que le plat d'après va être perdu. Oui, il peut être effacé, effectivement. Ouais. Voilà. De l'ail, c'est super bon. Si on fait, je sais pas, des cuisses de grenouille ou des petites, des coquillages avec ail, persil, vin blanc, c'est super bon. Et puis si on met pas mal de persil, pas mal d'ail, c'est très bon. Mais peut-être que le plat d'après, ça va venir saturer sur le vin. Donc ça va venir déformer un tout petit peu le vin. Donc aujourd'hui, sur l'ail, c'est un truc que moi j'adore beaucoup, mais que je le travaille vraiment noirci pour aller chercher vraiment la subtilité. Un souvenir d'un plat avec de l'ail? C'est, on va dire, la bolognaise de ma mère. Ok. Un plat qu'elle fait plutôt bien. Alors, je pense que les Italiens ne seraient pas d'accord sur l'appellation. C'est pas grave. Mais donc, elle fait une bolognaise où la base, c'est les oignons et ail un petit peu rissolés, légèrement colorés. Puis, voilà, quand j'ai commencé à cuisiner, donc, je voulais apprendre à faire sa bolognaise à sa manière, en fait, parce que je trouve ça très bon. Et il y avait toujours ce côté au début alors je crois qu'elle coupait un petit peu, pas grossièrement l'ail, mais voilà, elle n'avait pas le temps, la patience ou la technique pour faire une jolie petite brunoise d'ail. Et à l'époque, comme je disais tout à l'heure, donc la technique, la régularité, je dis non, je vais faire une jolie brunoise. Et je me souviens ce jour-là, on me disait tu t'embêtes pour rien. Et puis je dis mais faut que j'apprenne sa méthode. Mais il faut pas que j'enlève ma technique et ma méthode aussi, ouais. D'accord. Donc, ça, et puis, elle me disait, mais la recette, faut faire comme je fais exactement. Et je me suis dit, je pense que quand mettre une gousse d'ail écrasée un petit peu à la fourchette ou taillée, je pense que ça va pas changer fondamentalement le goût à la fin non plus. Et le résultat, alors? Ouais, je pense que sa bolognaise reste toujours meilleure. Mais ça, c'est toujours difficile à expliquer, mais on a des souvenirs de jeunesse, enfin, de plats qu'on essaye d'imiter et qu'on n'y arrive pas, quoi. Ils sont très bons, les plats, après, mais il y a toute une symbolique derrière aussi, j'imagine. Je pense qu'il y a une symbolique, tout ce qui est goût et odeur relatif à la jeunesse, notamment, et au moment où on grandit, ça s'imprègne très profondément en nous. Et c'est normal, parce que malgré tout, une maman, un papa qui fait un bon plat, généralement, ils vont le faire régulièrement. Oui. Un plat qui est pas bon, que tout le monde dit, ça, c'est pas bon, ils vont pas le refaire la semaine d'après et tous les week-ends. Alors, à part des choses que les jeunes vont pas aimer, les choux-fleurs, les choses comme ça, où là, ils vont le manger souvent parce qu'il faut en manger. Mais sur les bons plats, que ce soit des gratins, des gâteaux, le poulet rôti, tous ces trucs-là, où c'est bon, en plus c'est accessible à faire, et du coup on peut le faire régulièrement. C'est des choses où c'est des odeurs qu'on a répétitivement. Donc du coup, ça, le cerveau, il aime bien les choses qui se répètent, en plus si c'est bon, ouais. Agréable, on l'ancre plutôt bien dans la tête, et c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et je pense que ça va très très loin en arrière dans notre évolution, où si on n'avait pas ça, peut-être qu'on n'aurait pas évolué comme on a évolué. C'est-à-dire que si l'humain n'était pas capable de dire ça, cette odeur-là, je m'en souviens et j'ai des bons souvenirs, et telle odeur, je m'en souviens et j'ai des mauvais souvenirs, si ça, on ne l'apprend pas très vite, en fait, on continue toujours à goûter des trucs quand on ne sait pas si c'est bon ou pas. Oui. Et pas juste en termes de plaisir, en termes de santé. Oui, de survie même. De survie, de se dire... on le sait, beaucoup de choses, l'amertume et le piquant, c'est des choses que, malgré tout, si on les mange à grosse dose, genre les légumes amers, s'ils sont pas cuits, souvent c'est pas super bon pour nous. Des choses qui sont très piquants, voilà, ça peut être des choses qui peuvent être mauvais pour nous. Et si ça, on n'apprend pas tout de suite que manger 1 kilo de piment
ça va pas nous faire du bien. Et si on dit la prochaine fois, on regonte, on dit ça, j'ai déjà mangé ça, mais je me souviens plus ce qui s'est passé. On va refaire la même chose. Et dans l'évolution de l'homme, je pense que ça a joué un gros truc. On a des marqueurs parce que l'amertume, petit, on n'est pas réceptif à l'amertume. Enfin, on est réceptif, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on apprécie. Le café, voilà, petit, on n'aime pas forcément ça, ouais. Ouais, c'est ça, le café, pas mal de légumes qui sont un petit peu amers. Les endives, les endives, les navets, y a plein de choses comme ça, comme tu dis, le chicorée, le café. Mais souvent, c'est les choses qu'en grandissant et en ouvrant le palais, en fait, très vite, on va vers ces choses-là. Parce que le sucré, le salé, en fait, c'est bon. On sait que c'est bon. C'est bon, c'est facile. C'est bon, c'est facile. Mais si on y va assez facilement, c'est aussi parce que le cerveau, à une époque, a compris que tout ce qui est un peu gras, sucré, ça amène de l'énergie. C'est bon pour moi parce que j'ai besoin de... Voilà. Alors que des choses plus amères, c'est moins plaisant, ça apporte peut-être moins d'énergie, c'est moins fun. Et c'est peut-être la chose que quand je parle avec des jeunes ou des parents qui ont des jeunes au resto, qui me disent comment faire manger tout aux enfants. Et je dis essayez pas de leur faire manger tout. Je dis s'ils n'aiment pas les épinards, essayez pas de leur faire manger une assiette d'épinards. Déjà c'est pas souvent le truc le plus joli, donc c'est difficile. Mais il faut leur faire goûter. Et entre goûter et manger, c'est pas pareil. Et souvent juste faut faire goûter un tout petit peu. Comme ça, même si l'enfant dit ça j'aime pas, c'est pas grave. T'as goûté, tu connais maintenant tu connais le goût. Alors même, comment on travaille son palais? On goûte à tout. Ok. Systématiquement. Tout le temps, même des choses qu'on n'aime pas forcément. Et c'est un petit peu, moi je compare toujours ça un petit peu à la musique. On peut pas aimer toutes sortes de musique. C'est pas grave. Non. On peut pas aimer toutes sortes d'art, on peut pas aimer toutes les couleurs. Ça c'est pas grave. Mais c'est dire, on peut pas avoir vraiment une préférence pour quelque chose si on n'a déjà pas vu beaucoup de choses dans la même catégorie. On peut pas dire, moi, j'aime que le classique, si on a écouté que du classique toute sa vie. Okay. Ouais, forcément, on va aimer que ça. Et ensuite, si on écoute du métal, on va dire, non, le métal, j'aime pas du tout. Mais il y a peut-être quelque chose entre le métal et le classique, on va dire, ça, c'est pas mal aussi. Et dans les goûts, je le faisais, et je le fais toujours avec mon fils. Maintenant, il est assez grand, il a un palais qui est plutôt au point. Mais quand il était petit, je lui faisais goûter tout. Même des choses auxquelles je disais, là, t'es sans doute trop petit pour apprécier ça, mais il serait bien que t'aies goûté ça. Sur des choses très piquantes, très salées, iodées, acides. Oui, acides. Je pense à deux choses. Je pense aux cornichons et au citron. Et alors, je sais que tout petit, moi, mon fils également mange des cornichons comme ça avant ses 3 ans. Je pense qu'à un moment, ça, je sais pas, l'acidité, est-ce qu'elle arrive après ou pas, mais et le citron, pareil, il peut croquer un citron. Ouais, mon fils, c'était pareil. Je parlais de ma mère tout à l'heure, mais elle fait des pickles oignons dans un vinaigre malt, donc c'est assez acidulé sur les petits oignons sauciers. Mon fils, il les mange comme une garniture, quoi. Et c'est pas les tout petits oignons gros, mais vraiment les oignons sauciers qui font 3-4 cm de diamètre. Et moi aussi, j'adore ça comme garniture, mais c'est très acide, et c'est de l'oignon quasi cru. Mais il n'aurait jamais goûté un tout petit peu. Je pense que lui faire goûter ça à 6 ans, il dit non, c'est acide, c'est pas bon. Mais toujours, je lui faisais goûter, alors tu dis citron, cornichon, moi j'ai fait goûter de l'acide tartrique, par exemple. Alors ce qu'il y a sur les bonbons, les bonbons acidulés. Okay. C'est pas un acide, c'est pas pour nettoyer les fours. Non. Et mais un tout petit peu pour qu'ils se rendent compte que ça, c'est très très acide. Tu vas rarement goûter quelque chose qui peut être plus acide que ça, sans que ça devienne ensuite chimique et dangereux. Ouais, et ça permet aussi de donner des limites aussi au spectre. De se dire, voilà, l'acidité, elle va de là à là. Voilà. Là, il y a une pointe d'acidité, là, on est au maximum de ce qu'on peut supporter. Ouais. Si tu bois, alors sans partir dans ensuite expliquer le basique, le neutre et l'acide, mais vraiment juste sur le goût, parce que le goût et le pH, c'est pas tout à fait la même chose. Mais dire, bois un verre d'évian, là, c'est pas du tout acide. Bois un peu de lait, il y a pas d'acidité. Maintenant, mais une petite goutte de citron sur la langue. Donc là, c'est acide. Et maintenant, mais juste 2 petits grains d'acide tartrique sur la langue.
Là, t'as les yeux déjà qui vont faire un tout petit peu. Et puis maintenant, tu sais à peu près le 0 à 10 sur l'acidité. Donc, si demain, tu manges une salade avec une vinaigrette, ou tu manges une pomme, ou une tomate, et que tu as l'impression que c'est un peu acide, tu es quand même capable de dire, c'est un peu acide, mais ça reste encore à 2, 3. Après, chacun l'imagine comme il veut. Chacun fait son échelle, mais bon, voilà. Ça donne un spectre. Et ensuite, ça, je l'ai fait sur l'iode. Alors après, c'est sûr qu'il a un papa qui est chef de cuisine, donc j'ai souvent eu... Ouais, ça aide. Et il a beaucoup traîné dans les cuisines aussi, donc il a pu goûter à plein de choses facilement, où il a pu goûter, sans doute trop jeune, mais quelques grains de caviar. En disant, goûte ça, c'est un peu bizarre, c'est pas très beau, à ton âge, tu verrais ça, tu ne me mettrais pas à la bouche. Goûte-le, parce que ça, c'est iodé. C'est salé, mais c'est aussi iodé. Il dit, c'est quoi la différence? Je dis, je suis en train de cuire des légumes. Je dis, tu peux goûter un peu d'eau salée. Là, c'est salé. Maintenant, goûte quelques grains de caviar. Ça, c'est salé, iodé. Et dès qu'on met des mots sur quelque chose, on l'identifie beaucoup mieux. Et plus on va le travailler jeune, plus le palais, ou est-ce que c'est des choses qui, si par exemple, on n'a pas eu la chance d'avoir un papa chef, ou ne serait-ce que cuisinier, des choses qu'on peut rattraper quand même un peu après Je sais pas. Alors, je sais pas s'il y a de prédisposition dessus. Je sais que moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, j'ai pas fait beaucoup de découvertes gastronomiques. Je suis arrivé en France, j'avais 10 ans. La cantine avant ça, c'était une catastrophe. Pendant longtemps en France, j'ai mangé très simplement, donc plus les sodas, les chips, tout ça. Donc, j'avais pas une alimentation hyper riche. J'ai pas grandi dans le potager. Et le travail, pour moi, a vraiment commencé... Alors, on travaillait le palais, on est en tant que professionnel, aux alentours de 20 ans, où je me suis dit, là, par contre, ok, je comprends la technique, je comprends la cuisine, je commence à comprendre un petit peu comment construire les choses, ce que veulent les gens aussi, mais si je sais pas mélanger les goûts, si je sais pas reconnaître les goûts, et là, j'ai commencé à goûter des choses, et non, je pense que ça peut se faire à tout âge, mais il faut être capable pas de repartir de zéro, mais de dire je sais un petit peu, mais en fait, il y a beaucoup de choses que je sais pas. Ouais. Non, moi, j'ai trouvé intéressant le travail de l'échelle, en fait. De se dire, oui, ok, c'est acide, c'est gras, c'est sucré, mais après aussi de pouvoir le doser. Parce que quand on compose un plat, de se dire, est-ce qu'il faut que je rajoute du vinaigre, ou est-ce qu'il faut que je rajoute autre chose, quoi. C'est ça C'est ça. Alors l'interrogation. Ça vient encore plus long. Alors souvent, les gens me disent, mais où est-ce que vous imaginez les goûts? Alors, c'est vrai qu'à force de le travailler, et après, on a, je pense, tous des capacités un peu différentes. En termes de mémoire, par exemple, mémoire, je sais pas, des prénoms, des dates, des choses comme ça, je suis nul. Ou de la musique, par exemple. Enfin, de la musique, quelqu'un va savoir les accords. Ouais, c'est ça. Ou j'ai des potes, ils écoutent une chanson 3 fois, ils connaissent les paroles par cœur. Moi, pas du tout. Mais il y a des goûts que j'ai goûtés il y a 17-18 ans, que j'ai goûté qu'une fois, et je suis capable de reproduire. Parce que je les ai vraiment en tête, et sur des choses où, quand je les avais goûtées, c'était un peu inattendu. J'étais en stage à l'étranger, et puis mon chef me fait une salsa, tomate, figue, menthe, basilic, avec ensuite des condiments. Et puis il y en avait un paquet. Et quand j'ai vu le mélange, je dis, là, je vois pas où il va avec ça. Ouais. Et quand je l'ai goûté, je me suis dit, c'est top. Et c'était vraiment le côté un peu acidulé de la tomate avec le fruité des figues, la menthe qui devait être là vraiment juste un peu en dessous, mais qu'il fallait que ce soit un peu présent aussi avec le côté gourmand des figues, les autres herbes qui venaient équilibrer. Mais ça, vous prenez des tomates, des figues, vous en prenez 10 fois différents dans la saison, ça n'a jamais le même goût. Donc pour retrouver cette salsa avec le même goût, c'est hyper complexe parce qu'il faut toujours venir régler le côté justement sucré, acidité, salé, un peu piquant. C'est un travail d'équilibre. Voilà. Et c'est une salsa que je refaisais dans un resto, et quand je le faisais, il me dit, c'est quoi la recette? Je dis, en fait, là, il n'y en a pas. Ouais. Parce que la figue... Parce qu'il faut ajuster, même la mangue, j'imagine, entre une mangue bien mûre... Ouais, c'est ça. Ça va jouer énormément sur le plat. Ouais. Et c'est ça où la mémoire rentre vraiment en jeu. Maintenant, la chance que j'ai, c'est à force de goûter et à force de travailler les choses, on finit par pouvoir quand même un peu imaginer les goûts. Oui. Comme on a tous des souvenirs d'odeurs.
Alors, ceux qui reviennent souvent, ça va être la tarte aux pommes, le crumble aux pommes, le poulet rôti, je sais pas, le gratin dauphinois. Des choses qui embaument bien les maisons. C'est une question qu'on évoque régulièrement dans Saveur, mais par exemple, je sais pas moi, il y avait des plats, il y avait le gigot d'agneau avec les flageolets, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a encore de l'ail dedans, mais... Ouais, c'est ça, mais c'est souvent quand on regarde ces plats-là, ceux qui évoquent vraiment des odeurs, ça va rarement être la tomate mozzarella, ça va rarement être la coupe de fraises. Alors, c'est les plats qui sont bons quand on est à côté, mais c'est pas des plats qui embaument une maison. Alors que les plats qui cuisent et qui embaument une maison, c'est-à-dire qu'avant de manger, on déguste l'odeur pendant 3/4 d'heure, 1 heure. On salive. On salive, et puis c'est-à-dire qu'on s'imprègne ça pendant longtemps. Et on va dire l'inverse, et le côté presque négatif de ça, c'est les odeurs de cuisine de cantine, ou les odeurs de choux, les odeurs de poissons surcuits, qui apportent des mauvais souvenirs. C'est aussi parce que, on a tous connu, quand on était à l'école, sortir à 10h et sentir les choux avec le poisson et dire, on va pas bien manger ce midi. Ouais. On n'y allait pas en courant, ouais. Et ensuite, parfois, c'est juste de pouvoir se souvenir d'éléments comme ça et au fur et à mesure de les travailler. Alors, moi, je travaille souvent par triptyque, c'est-à-dire qu'il y a 3 goûts. Et si on a 2 choses qui fonctionnent ensemble et avec une de ces choses, il y a autre chose qui fonctionne très bien, souvent, les 3, on peut les marier ensemble. Ok. Et ensuite... Je réfléchis en même temps à des combinaisons d'aliments dans ma tête, mais... Et souvent, alors, je prends celui que je prends assez régulièrement, on va dire la tomate et la mozzarella, ça marche bien. Tomate basilic, ça marche bien. Et mozzarella, basilic, ça marche bien. Alors forcément, c'est une recette qu'on connaît bien ensemble, qu'on connaît. Donc on sait que les 3 fonctionnent bien ensemble. Ensuite, quand on prend un peu le recul et on réfléchit, on dit, qu'est-ce qui est proche au basilic? Et on se dit, les herbes, on dit, l'estragon. On se dit, tomate, estragon, ça marche. Donc, du coup, il y a de très, très grandes chances que tomate, estragon, mozzarella, ça fonctionne aussi. On allant un peu plus loin, on dit, ensuite, sur la tomate, est-ce qu'il n'y a pas des recettes où on peut remplacer la tomate par quelque chose? Et on travaille un tout petit peu en réfléchissant, c'est un légume avec beaucoup d'eau, un peu d'acidité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ça? La fraise. Alors, pas que par la couleur, mais ça a une texture un petit peu similaire, c'est très juteux, il y a un peu de graines, et il y a un peu d'acidité, mais un peu plus de sucre. Et là, on se rend compte que ça peut fonctionner. Et très vite, on peut passer d'une tomate mozzarella à, la mozzarella, on va la changer, on va dire qu'est-ce qu'on peut travailler, peut-être un chèvre très frais. Ouais. Et là, très vite, on peut dire, finalement, on pourrait travailler une bouchée, tomate, chèvre, estragon, qui tombe pas forcément de source comme ça, mais ça va fonctionner ensemble. Et ça, je le travaille beaucoup en cuisine, et ensuite, c'est d'imaginer un peu ces goûts-là ensemble. C'est intéressant, cette procédure, ce process, en fait, un peu automatique, mais c'est un exercice... c'est une espèce d'équation, en fait. Ouais. Et ça fait qu'à partir du moment qu'on a ça, qu'on a quelque chose qui fonctionne, et qu'on est capable de très rapidement remplacer un élément, ou au moins de le mettre dans une espèce de cycle. Dire, si j'ai du bœuf, je sais que moi, le bœuf, sur les recettes de bœuf, bœuf, canard, pigeon, c'est la même chose. Okay. Alors, ça se travaille pas de la même manière, c'est pas les mêmes cuissons. Non, mais en termes d'accord, je vais pouvoir les travailler de la même manière. C'est dans la même case, c'est dans la même famille. Même famille. Peut-être en termes de texture, de sang et de... de sang, de jus, de puissance, et aussi d'interprétation de celui qui va le manger. Ça va être plus facile de faire, je sais pas, un bourguignon de pigeonneau qu'un bourguignon de langoustine. Pour celui qui va le voir, bourguignon de langoustine, alors ça peut marcher. Mais quand celui va voir bourguignon de canard ou bourguignon de pigeon, il dit Ah non, ça marche, je confirme. J'ai l'image dans la tête. Alors, bourguignon de langoustine, je pense que ça peut marcher aussi. Parce que si on a une sauce qui est bien réduite, bien juteuse, je pense que ça peut fonctionner. Mais à la lecture du menu, il y en a un, je pense on propose les 2. Ouais. Les gens vont aller naturellement plus aller vers le pigeon, le canard. Ouais. Et ça, c'est important pour un chef aussi. Mais dès que, ensuite, dans l'équation, on peut facilement changer les choses par autre chose, c'est exponentiel. Oui, c'est-à-dire que derrière, il y a toute une série de recettes qui se créent, quoi. C'est ça. Forcément, oui. Comment, avec les équations, à un moment, on arrive à associer un vinaigre balsamique et de l'ananas?
tu as évoqué un petit peu plus tôt le fait que tu faisais ton ail noir, mais tu fais aussi ton vinaigre. On y reviendra peut-être plus tard, mais tu fais aussi ton pain. Ouais. Voilà. Tout ce qui se mange au restaurant, on l'a fait. Ouais, voilà. Il n'y a rien d'acheté, il n'y a rien qui a été transformé, transformé finalement. Non. Mais de là aller jusqu'au vinaigre, alors juste nous rappeler peut-être comment tu procèdes pour faire ton vinaigre de balsamique. Le balsamique, alors c'est issu, alors c'était avant Covid, c'est un truc qui m'était resté en tête depuis il y a des années où quelqu'un sur une vidéo refaisait presque un vinaigre balsamique, mais à la minute à la casserole. Ah oui. Mais comparer ça au grand vinaigre balsamique italien, je me suis dit, c'est pas possible. Et ça m'était resté en tête. Puis le balsamique, c'est quelque chose qui plaît, qui fonctionne bien, qu'on peut travailler sur plein de recettes, voilà, même l'ananas. Et je me suis dit, ce serait quand même pas mal d'en faire un. Et je me suis dit, mais faire un balsamique, quel intérêt d'avoir un balsamique vendéen? Oui, on a de la vigne, on a ci, ça. Je me suis dit, est-ce qu'il faut aller chercher autre chose? Il faut que ça soit un peu plus original. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on a localement qui permet de remplacer le raisin? Donc là, pareil, c'est la même réflexion sur les plats. Qu'est-ce qu'il y a dans le jus de raisin qui fait que le balsamique est possible? Voilà, c'est un taux de sucre. Oui. Qu'est-ce qui est proche? Les légumes qui ont beaucoup de sucre, c'est la pomme qui va être proche ensuite. Et en plus, c'est un fruit qui se fermente bien, donc qui fait du cidre. Et cidre, on peut faire du vinaigre. Donc en fait, toute cette partie-là, en fait, ça a été juste réfléchi en disant comment dans l'engrenage, je change un élément par un autre, tout en gardant cette cohérence. En fait. Ouais, c'est ça. Cohérence de l'ingrédient. Oui. Ouais, cohérence de l'ingrédient. Et localement, quand même, sur la région, du jus de pomme, on en a, des cidres, Sud-Bretagne, c'est pas compliqué. Il y en a en Vendée. J'ai reçu une cidricultrice du sud Vendée qui fait également du poiré. Ouais, c'est très bon. Du cidre de poire, si on peut dire. Voilà. Je n'ai pas encore commencé les balsamiques de poire, mais c'est un truc auquel je réfléchis. Et après, c'est dire comment ils font. Et puis, en regardant un petit peu comment il fait un balsamique traditionnel. Alors, pas l'ancestral qui est fait dans les fûts, ça prend, je crois, c'est 13 ans ou 14 ans. Oui, on va laisser l'eau s'évaporer par le temps et la chaleur. Par le temps et la chaleur. Et pour être très honnête, je pense que là, aujourd'hui, on n'a pas la chaleur nécessaire pour le faire. Ça se fait dans le sud. Ils font ça sous les toits où il fait très, très chaud. Donc, le traditionnel, c'est fait en cuisant un peu comme une confiture. Donc, on ramasse les pommes, on fait un jus de pomme. Jus de pomme. Qu'ensuite, alors... Sur le raisin, ils font ça avec le mou du raisin. En fait, d'accord. Ce qui reste après avoir été pressé. Là, en fait, nous, on le fait avec le jus de pomme d'un de nos vignerons, qu'ensuite, on va cuire. Alors, je ne vais pas donner toutes les précisions. Mais à partir du moment qu'on est rentré là-dedans, je me suis dit, finalement, c'est un travail de saucier. C'est pas beaucoup plus complexe que de mettre au point. Travail de réduction et de concentration des saveurs. Quand je fais un jus de rôti crémé en ce moment, et c'est une sauce entre le jus de rôti de poulet et puis la blanquette. On a vraiment un mélange des deux. Et techniquement, c'est quasiment la même chose que de faire des balsamiques. Une fois qu'on a les liquides, c'est juste dire je réduis jusqu'où pour avoir le goût que je veux, et ensuite je vais venir le mélanger avec un deuxième produit qui va apporter la texture, l'acidité que je recherche, l'appoint que je cherche, et puis presque l'assaisonnement. Donc après, c'était juste quelques tests de dire, alors là, après les tests, c'était aux dizaines de degrés près, jusqu'où je cuis, comment je fais la cuisson et comment je maîtrise la réduction, parce que réduire des jus de pomme, c'est pas compliqué, mais de le réduire tout en gardant les propriétés de goût, sans développer de caramel, sans beaucoup de choses comme ça. C'est une histoire de température et de temps, quoi. De temps, et puis c'est un vrai travail de saucier, en fait. C'est, quand on fait réduire un jus, on met plein gaz comme ça, et on s'en fiche, ça fait pas pareil que quand on le fait quand même... Avec le temps. Avec le temps, oui. Et à partir du moment qu'on avait notre base de balsamique, c'était toujours dans l'esprit d'un saucier, c'est dire qu'est-ce qui fonctionne sur le balsamique. Donc on l'a fait fumer, on a fait l'ail noir, comme on parlait tout à l'heure, à la vanille. Là, on a lancé zeste d'orange qui marche super bien. Et après, c'est top, quoi. On peut les retrouver donc au restaurant, les reflets. Au restaurant, les reflets.
Et on peut les trouver aussi à la boutique du Potager Extraordinaire. Ok. Donc, Potager, on en reparlera prochainement dans un prochain épisode. Ouais. Je sais qu'il y a des projets en cours. Il y a pas mal de choses. Voilà, c'était évoqué déjà aussi avec Jérôme Ducaro. Ouais. Le temps file et j'aimerais qu'on pioche un deuxième mot. On va rester dans la première boîte pour l'instant. Pour le premier mot, donc c'était de l'ail. Je pense que c'est un marqueur quand même, l'ail dans le travail du palais et des souvenirs. Je pense que ça a marqué beaucoup de personnes. L'ail. Ouais, l'ail, ça fait partie vraiment du bouquet garni de base. Ouais. Hein, alors, deuxième mot, c'est coriandre. Alors, coriandre, c'est vraiment l'herbe qui contrarie. Ouais, j'appelle ça clivant, moi. On aime ou on n'aime pas. Ouais. C'est génétique. Oui, j'ai vu ça. Alors, je veux pas dire de bêtises vraiment, mais il y a vraiment entre ceux qui aiment l'ail et ceux qui détestent l'ail, pas l'ail, la coriandre. Je vais retourner le mot. La coriandre, il y a une différence génétique. Alors, je sais plus, c'est sur le 13e branche, il faudrait que les gens regardent. Et dessus, il y a, pour ceux qui aiment l'ail ou tolèrent l'ail, la coriandre. La coriandre, désolé. Ceux qui aiment ou qui détestent la coriandre, ils ont dans leur ADN une séquence qui est activée ou désactivée. Et c'est ça qui fait qu'on supporte la coriandre ou on trouve que ça a un goût de savon. Et c'est vraiment séquencé par rapport à la génétique. Donc ceux qui disent « j'aime pas ça », on parlait des enfants tout à l'heure, de leur faire goûter des choses. Ouais. Un enfant qui goûte coriandre, qui dit « ça, j'aime pas », ça sert à rien. Oui, voilà. On ne changera pas la génétique pour qu'il aime. Ouais. Et ça montre encore une fois à quel point ce qu'on mange aujourd'hui et comment on mange aujourd'hui, c'est quand même par l'évolution. Oui. Ils savent pas l'expliquer. Oui, pourquoi il y en a une partie et pas pourquoi tout le monde n'est pas. Tout ce qu'ils savent, c'est que à un moment donné, c'était important quelque part dans le monde de ne pas manger de coriandre. C'était. Oui, alors peut-être qu'il y avait une autre plante proche de la coriandre qui était. Très certainement, ou que la coriandre a peut-être évolué aussi. Mais qu'à un moment donné, ça fait partie du processus génétique d'évolution de ne pas aimer la coriandre. Moi, j'adore ça. Ok. Moi, j'adore vraiment ça. C'était la question. Coriandre fraîche et puis même en grain torréfié. En grain, oui, voilà, il y a quand même il y a deux familles dans la coriandre après. Ouais. Il y a vraiment les deux familles. Moi, j'adore la coriandre fraîche. Alors moi, je dois avoir un demi-gène parce que moi, je l'aime bien en frais, en feuilles, et en graines, moins. Enfin, il faut vraiment petite dose. Doser, quoi. Ouais. Moi, la coriandre fraîche, j'ai toujours aimé ça, mais je pense que là où j'ai vraiment pris goût, c'est quand j'étais au Brésil, où on utilisait beaucoup de coriandre, beaucoup de citron vert, et moi sur une salsa, je peux faire quasiment une salsa verdée avec bien sûr de la tomate, des oignons, des choses comme ça, mais et ensuite plus de coriandre que de persil et que ça soit très puissant en coriandre, un peu d'huile d'olive. J'adore ça, mais j'en travaille absolument pas au restaurant. Parce que, en fait, je sais plus le pourcentage de gens qui aiment pas ça. Je crois que c'est aux alentours de 12-13%. Ouais. Mais ça veut dire que j'ai un client tous les soirs qui n'aime pas ça, qui va le manger parce que il va essayer de goûter. Bah oui, mais c'est une plante que j'aime beaucoup. C'est une plante qui, malgré tout, est difficile à doser pour que ça soit bon. Et un souvenir que j'ai avec ça, qui était peut-être le dessert le plus dur que j'ai pu faire. Il y a quelques années, je travaillais sur un site touristique et on faisait des accords vin et mets. Donc, il y avait un vin qui était sélectionné ou une multitude de vins. Et ensuite, on créait des plats spécifiquement pour le vin, en accord avec le vin. Donc, l'intérêt du plat était presque secondaire. C'était la dégustation du plat avec le vin. Alors, il fallait que le plat aide le vin. Enfin, pas aide, mais on va dire... Il fallait que le plat soit exceptionnel avec le vin. Et parfois, pas forcément exceptionnel sans. C'était vraiment... Il fallait que ça matche vraiment bien avec le vin. Qu'il se passe une espèce de fusion, quoi. Enfin, il fallait que ça soit l'accord mets et vin par excellence. Okay. Mais le plat était quand même secondaire au vin. Enfin, c'était plutôt bien fait. C'était un gros travail. Et puis en plus, le sommelier à l'époque tenait à ce qu'il y ait quand même des desserts. Et je disais, non, mais laissons tomber les desserts, c'est toujours trop complexe. Et sur du vin rouge, ça marche pas assez. Et sur ces vins-là, il faut des choses secs. Et puis on est parti sur un dessert sans sucre, chocolat, coriandre, réglisse et champignons. Et c'était très, très complexe à travailler. Des chocolats avec zéro sucre, donc du chocolat à 100%. Avoir des textures de dessert avec du champignon, enfin, c'était très difficile. Ouais. Et il y avait un peu... Le seul sucre que je pouvais avoir, c'était pour confire du coriandre. Pour avoir juste des petites feuilles de coriandre en cristaux de sucre.
Et j'ai fait le dessert, c'était la veille du repas, il y avait du monde, c'était des repas qui étaient assez attendus. Et là, je goûte le dessert et j'appelle, je dis, écoute, on change tout, c'est dégueulasse. Enfin, Ah oui, mince. Techniquement, c'est réussi, tout est au point, mais quand je le mange, c'est pas bon. Ça va pas marcher. Et il me dit, non, t'inquiète pas, je suis sûr que c'est bien. Je fais, non, mais le dessert, il est nickel, en fait. Mais c'est ça juste marchera que quand on pas. mange, c'est pas bon. Et il dit, c'est pas grave, on va rouvrir une bouteille. C'est des bouteilles d'un certain âge. On avait dépassé un peu le quota de test déjà. Et là, on goûte avec, et je dis, ce dessert, je le referai jamais. Je le conseillerais à jamais à personne de le faire ou de le manger. Mais avec ce vin et avec cette coriandre, c'est exceptionnel. Oui, mais c'est que le taux, la probabilité était faible. Là, ça marchait. C'est ça. Mais comment dire, il faudrait avoir 200 bouteilles sous la main à ouvrir pour trouver la bonne qui va s'accorder avec, sur le moment, ce dessert-là. Puis un dessert avec zéro sucre. Ça laisse un souvenir unique. C'est ça. Ouais, non, mais j'ai un bon souvenir. Et puis là-dedans, il y avait un dessert où il y avait le coriandre. Et c'est vrai que quand on a mis ces parfums-là, il y a compliqué quand même. Chocolat, champignons, coriandre, réglisse. Pas facile à doser. En plus, réglisse dans un dessert sans sucre, c'est très vite très sec. C'est un peu prenant sur la langue. Ouais, c'est astringent. Ouais, c'est ça. Et puis ça se coûte un petit peu poivré même. Et avec le vin, la coriandre confite était exceptionnelle. Tant mieux pour ceux qui étaient là et qui ont pu le goûter. Moi, j'avais quelques questions quand même concernant le restaurant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est à La Roche-sur-Yon que vous installez les Reflets? Alors, j'ai un garçon dans la famille et vendéenne, donc l'envie, c'était de rester proche à lui quand même, qui était petit encore à l'époque, donc ça aurait été compliqué de faire des allers-retours le week-end très très long. Donc la Vendée déjà, c'était ciblé par rapport à ça. À l'époque, avec Solène, l'idée c'était de dire où est-ce qu'on s'implante, où est-ce qu'on se met. Il y avait une réflexion soit sur la côte, soit sur une ville, pour des raisons purement emplacement. Si on ouvre en plein milieu de nulle part, c'est plus dur de faire venir les gens. Ouais. Et il y a plein de contre-exemples, où il y a plein d'exemples qui montrent que, même quand on est loin, on peut réussir. Même des 2-3 étoiles. On peut être au bout d'une île sur un port marin et avoir 3 étoiles. Céline et Alexandre. Non, mais bien sûr. C'est le contre-exemple, je pense. On parlait de travail, de régularité. Combien ont ouvert des restos à Noirmoutier et qui ont fermé depuis qu'eux ont commencé? Et combien ont décroché 3 étoiles? Personne. Non, c'est les seuls, ouais. Donc, c'est les seuls en Pays de la Loire. Ils sont exceptionnels. Donc, sur des exemples qui sont des personnes exceptionnelles comme les Couillons, faut parfois les sortir des exemples parce qu'on dit, non, en fait, les gens comme eux, il y en a. C'est exceptionnel, c'est à part, je ne le prends pas dans mon. Faut pas le prendre comme base. C'est comme quand on parle aux jeunes et on leur parle de Messi. Non, faut pas parler de Messi. Il est en dehors du truc. C'est autre chose. Donc, et quand on ouvre un restaurant, comme toute entreprise, l'emplacement est super important. Donc, on s'est dit, soit la côte, soit une ville, la côte quand même, on va dire des Sables jusqu'à chez Jean-Marc à Bretignolles, il y avait déjà un peu de monde, on trouvait assez d'offres là-dessus. Il y avait la Tranche qui nous paraissait pas mal, donc il y avait un petit peu ça, ou La Roche, et puis après on s'est dit, j'étais à Solène, tu sais, si on a un restaurant sur la côte, on verra jamais la plage. Parce que quand il fait beau, il y aura du monde, et quand il y aura du monde, on sera au boulot et dodo. Enfin, je dis donc, est-ce que c'est vraiment le plus intéressant? Une clientèle, malgré tout, qu'on maîtrise moins, parce que il y a la saisonnalité, il y a la météo. On le voit cette année, ça a été une année un peu bizarre en termes de saisonnalité. Et ensuite, il y avait La Roche. On dit, La Roche, quand même, c'est le chef-lieu du département. Il y a du monde, ça bouge toute l'année. Donc on s'est concentré plutôt sur La Roche, et puis en termes d'infrastructure aussi, c'était plus simple. Et après Saint-André, parce qu'un premier local que j'avais regardé, c'est pas fait, et c'est mon comptable qui m'a dit, va voir le petit restaurant qui est à côté de l'église. Et pour être très sincère, au début, j'y suis allé par courtoisie professionnelle. Je connaissais l'emplacement. Saint-André, le Petit Pois. Le Petit Pois, ouais. Alors, je n'avais jamais été manger, mais je connaissais l'emplacement. Je dis, Saint-André, il se passe pas grand-chose. J'avais habité Saint-André quelques années. Je dis, c'est pas là non plus où il y a foule.
Mais j'ai visité un soir, il pleuvait, il y avait encore des barreaux sur les fenêtres, c'était vraiment pas de très bon état. Mais la vue de la cuisine me permettait de voir quasiment toute la salle. Il y a quand même une vue sur la place de l'église qui était assez sympathique, qui me permettait de voir la vie. Quand on passe beaucoup d'heures en cuisine, de voir le soleil, les gens, les voitures, c'est quand même... C'est pas grand-chose, mais c'est quand même pas mal comme vue. Qui est de la vie, ouais, je suis d'accord. Qui est de la vie. Ouais. Moi, j'ai bossé des fois dans des bâtiments où j'étais au cœur d'un bâtiment. Des fois, on savait même pas s'il faisait jour ou pas dehors. Enfin, et puis on cuisine pour les autres, donc c'est important de les voir aussi. Enfin, de se dire... Et puis juste d'avoir... Enfin, comme je dis, j'ai bossé dans des endroits où les saisons, on se rendait quasiment pas compte, parce qu'on était tout le temps au boulot. Là, c'est bien de voir quand il fait beau, il fait pas beau, le printemps, les couleurs, les choses comme ça. Ce matin, je commence, il fait encore nuit. Là, je commence, il fait jour. C'est bon, ça joue. Il y a quand même un moment, le service du soir, moi j'aime bien, où le service il commence quand c'est encore l'été, il fait jour, et puis ensuite on rentre dans le service et là le soleil se couche, l'ambiance change, il y a un truc qui change en nous quand il fait nuit. C'est pas pareil que quand il fait jour, et quand ça a lieu pendant le service. Je sais pas, les gens se calment quand il commence à faire nuit. Donc on va dire la manière dont était fait le restaurant, et ensuite sur le côté, on va dire entreprise, il y a des parkings juste à côté. Il y avait pas de restaurant autour. Alors bon, s'il y en avait pas, parfois c'est parce qu'il y en a pas, il y a pas la demande. Mais on a dit c'est suffisamment petit pour le refaire à notre goût, et c'est suffisamment petit aussi pour le tenir à deux. Donc, on risque pas grand-chose. Et puis, on a rencontré le propriétaire qui voulait pas le restaurant. Il voulait pas le restaurateur. Voilà. Donc, mais en expliquant ce qu'on voulait faire, qui n'était pas un restaurant étoilé. C'était un restaurant où on passe un bon moment, on mange bien. Oui, alors c'était aussi une des questions. Je veux dire, quand vous avez ouvert les reflets, est-ce que ce n'était pas forcément, on va dire, dans l'objectif, c'était pas écrit que vous auriez une étoile ou que vous alliez travailler pour une étoile. Non, pas du tout. On a ouvert le midi, on faisait le midi, on avait un plat café gourmand. On faisait un plat café gourmand parce que il fallait une offre qui mobilise des clients. Quand on ouvre son premier resto, on a peur que personne passe la porte, très très honnêtement. Mais il n'y avait pas d'objectif gastronomique. Être sélectionné dans le Gourmillot, être sélectionné dans le Michelin, oui, peut-être. Mais c'était avant tout avoir une salle pleine, et puis une salle où les gens sont contents, et où je vais être honnête, où on paye les factures aussi. Oui. C'est quand même un restaurant, c'est pas le business le plus facile à faire tourner. Et on a dit, on fait ça, et je me souviens à Solène, je dis, écoute, on fait bistrot le midi, on se prend pas la tête, de toute façon, les gens, il faut qu'ils mangent à 1h30 max. Donc on fait bistrot, ça va vite, c'est bien fait, mais pas trop de chichi. Le soir, on fait un peu mieux, et on voit ce qui marche. S'il y a que le bistrot qui fonctionne, on fera que du bistrot. Elle me dit, ouais, mais toi, tu veux faire un truc plus cuisiné. Je fais, non, mais je veux une entreprise qui marche. Oui, mais c'est la base, c'est normal. Et si c'est que le côté un peu plus travail le soir qui marche, on fera que ça. Et on a eu la chance, la clientèle était au rendez-vous, les deux ont cartonné. Donc, ce qui était très bien, mais à un moment donné, il a fallu faire un choix. Il fallait faire un peu un choix. Et le choix, c'est imposé par les clients, où à un moment donné, il n'y avait plus de clients, on va dire, de déjeuner, proprement dit. Il y avait beaucoup moins la clientèle à faire. Mais les clients qui venaient le midi, parce qu'il n'y avait plus de place ce soir et le week-end. Okay. Et qui venaient en disant, on vient là, parce que pour venir le soir, c'est compliqué. C'est très dur, donc en fait, on vient là, on espère que ça va être bon aussi. On sait que c'est bon le soir, donc on se dit de toute façon, ce sera forcément bon le midi, ce sera pas pareil, c'est ça. Mais ce sera bon. Ou qui voulaient la même chose le midi que le soir. Et je disais, mais là, c'est pas possible, parce que, pour plein de raisons, le temps, le budget, on peut pas faire des dégustations à 25 €. On peut, mais on va jamais y arriver, quoi. Et ensuite, arrivé, je crois que c'était avant Covid, donc on réduisait un petit peu les midis, parce que ça faisait quand même une amplitude horaire de folie. Donc on réduisait le midi, et puis on constate des gens qui nous disaient le soir, on aimerait goûter à tout. Votre menu change tout le temps, ça arrive donc il y a une grosse écoute de la clientèle. Tout le temps, on n'a jamais... Si les reflets sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est de par les échanges avec la... On n'a jamais... Alors parfois on a pris des risques, bien sûr, mais et c'est sûr que quand on fait des choix et quand on fait évoluer un restaurant, je crois qu'on a eu l'étoile, on a ouvert en 2018, on a eu l'étoile en 2023, sachant qu'il y a eu la pause Covid, tout ça, donc on l'a eu assez rapidement quand même.
et partir d'un petit bistrot à ça, c'est quand même des gros changements. On est même conscient, même dans l'offre, tout ça, c'est pas le même temps à table, c'est pas le même prix. Mais même j'ai regardé, on voit le nombre de tables évolue, le nombre de jours évolue, le type de menu a évolué. On est passé de 9 services par semaine à 5, mais je fais toujours autant d'heures. Et il y a une table en particulier dans le restaurant, en particulier, il y a une table en cuisine. Ouais, la table du chef, ouais. Et alors, comment est née cette envie d'avoir des gens dans la cuisine? C'était, alors, à l'origine, je voulais une cuisine très ouverte. Je crois que ce que je voulais, c'était quasiment un bar, en fait. Ouais. Un bar où il y a la cuisine derrière le bar, où on aurait remplacé tout le côté bar par de la cuisine, et des gens qui pourraient manger soit au comptoir, soit dans la salle, mais vraiment avoir ce côté bar en long avec la cuisine, et puis et des gens de l'autre côté. Et c'est pas ce qu'on a trouvé, mais je voulais vraiment ce côté très ouvert. Et ça me permettait d'être plus facilement en salle aussi avec les Solènes, d'enlever un peu cette barrière cuisine-salle, et d'enlever aussi la posture de chef un peu sur un piédestal pour apporter plus de normalité, plus de convivialité. Ouais. D'avoir moins ce côté le chef. Et quand j'ai visité le local, il y avait un truc qui était sûr, c'est que la salle du restaurant était trop petite pour avoir assez de monde. On a dit, c'est trop petit pour être sûr d'avoir assez de monde pour faire assez de chiffres. Par rapport au modèle économique. C'est ça, ouais. Simplement. Ouais. Et dans le modèle économique, je dis que la salle, ça va être trop petit et la cuisine était presque trop grande. Et il y avait un point un peu presque pivot entre les deux, quand c'est un peu en forme de L. Je dis, si on met une table là, en fait, plus de passe. C'est la salle, des clients, la cuisine. Et comme ça, il n'y a plus de frontières. Et ça permettait de casser la frontière et de créer un lien. Ouais, c'est créer un lien. Alors, de ce format-là, j'en connais très peu. À l'époque, j'en connaissais pas du tout. Et on a dit, on verra si ça marche ou pas. Et au début, on faisait peut-être une table par semaine. Ensuite, ceux qui avaient fait une fois, ils revenaient toujours à cette table-là. Ensuite, on avait des habitués. Et au fur et à mesure, ça a pris un peu un effet boule de neige. Et je crois, aujourd'hui, même depuis la reprise Covid, si j'ai une table par mois, un service par mois où elle n'est pas prise, c'est exceptionnel. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Mais c'est un joli... Il y a un échange pendant le service, pendant le... Ouais, il y a un échange. Alors forcément, je travaille. Donc j'ai le service quand même à faire avancer. Je suis tout seul en cuisine. Mais c'est la table qui a plus d'échanges pendant le repas, même si c'est un peu ponctué. Et ensuite, la fin du repas, il y a quand même un moment où les desserts se font devant cette table-là, généralement, où il y a un peu plus d'échanges, il y a un moment peut-être un peu plus privilégié avec moi par rapport aux autres tables. Et c'est une table où vraiment on a même été surpris des bons retours. Et aujourd'hui, on a beaucoup même de primo-réservants qui ne connaissent pas, qui veulent venir manger, alors peut-être d'autant plus depuis l'Étoile, pour dire on va aller manger dans une cuisine d'un chef étoilé. Ouais. Alors parfois quand ils rentrent, ils voient, surtout si j'ai la veste Michelin, ils sont un petit peu pas impressionnés, mais voilà, ils s'attendent pas à être tout de suite dans la cuisine comme ça. Mais c'est généralement de bonne humeur, on rigole bien, c'est assez détendu. Ouais. Le temps file, on est très en retard. Je parle beaucoup. Mais c'est très bien, c'est pas grave. Je ferai un bonus, je me débrouillerai. J'ai envie qu'on pige quand même un mot dans la deuxième boîte. Et il me restera une autre question après. Donc on a eu de l'ail, on a eu de la coriandre, et on sommes toujours avec Nathan, restaurant Les Reflets à Saint-André-d'Ornay, à La Roche-sur-Yon. Et le troisième mot. Apéritif. Bon, ça, c'est la base. Quelle est la place de l'apéritif dans la gastronomie, dans la restauration? Mais je pense même, l'apéritif, je pense que même dans la culture française, ça a une place encore très importante. Et là, on parlait déjà d'évolution, mais qui évolue aussi. Nous, on le voit beaucoup au resto, où l'apéritif sans alcool, par exemple, qui prend une place... mais vraiment une très grande place. On le voit, là, j'ai pas de pourcentage ou pas de chiffre, mais quand on a ouvert, on avait une bière sans alcool, on avait des jus de fruits, bien sûr, les sodas, et on a commencé à faire des cocktails, et ensuite on dit, faisons un cocktail sans alcool, mais on avait un cocktail sans alcool, quoi. À la carte, mais
Mais on voyait bien que ça marchait peut-être plus à certains moments de l'année, ou quand c'était un repas de famille, où on sentait que celui qui prenait le cocktail sans alcool le prenait parce qu'il fallait prendre un apéritif. Oui. Et prendre un Schweppes, non, il fallait quand même un truc qui tend vers le boisson alcoolisé. Parce que l'apéritif, c'est malgré tout, alors à consommer bien sûr avec modération, mais l'apéritif, quand on y pense, on pense quand même à des boissons plutôt alcoolisées. Que ce soit du vin, de la bière. Il y a un vrai changement. Alors, je pense que même il y a eu... Bon, déjà, je pense qu'on prend des apéritifs moins forts. Oui. Aussi. Et puis, moi, je le vois autour de moi, mais oui, il y a une vraie volonté du sans-alcool. Oui. Mais par contre, avec une attente tout aussi exigeante que sur un apéritif avec de l'alcool, mais même sur un cocktail. C'est-à-dire qu'on va s'attendre effectivement à un sirop particulier, à un jus particulier. Solène fait un vrai travail sur... soit sur des infusions, des décoctions, un vrai travail sur le cocktail. Et par exemple, j'aime bien les cocktails plutôt à base de gin. J'aime bien les cocktails qui vont tendre vers quelque chose d'un peu sec, un peu dry. J'aime bien ça. Donc c'est vrai que moi, un cocktail sans alcool, très souvent, ça va pas me plaire parce que, on se souvient des cocktails, les cocktails Florida, des choses comme ça, où c'était du jus de fruits, sirop grenadine, et d'autres trucs. C'était bien, il y avait plein de couleurs, mais par contre, c'était hyper sucré. Voilà, c'est ça, on est saturé en sucre et on a plus faim. Et puis c'est même peut-être moins sain que de boire un coca, finalement, en termes de sucre. Et je dis, faut avoir un côté un peu frais, des choses comme ça, mais un cocktail, ça doit quand même venir un peu étancher la soif, mais ça doit être bon. Ouais. Et elle fait un vrai travail là-dessus. On a des choses qui fonctionnent vachement bien. À base de cynorhodon et hibiscus. On a trouvé des gins sans alcool où très honnêtement à boire comme ça, j'ai goûté ça, je dis c'est pas très bon. Et je dis on va essayer de le travailler dans du cocktail, mais dans le cocktail ça apporte ce côté asséchant qu'a apporté le gin, le côté dry. Et aujourd'hui on voit sur des gens qui vont prendre un apéritif sans alcool, mais qui vont pas rester sur du sans-alcool, qui vont dire on va prendre l'accord mets et vin, parce qu'on conduit derrière, donc l'accord mets et vin nous permet de conduire, mais à l'apéritif, on va prendre du sans-alcool. Comme ça, on reste dans la dose. Et voilà. Je suis assez d'accord avec cette option-là. Ouais. Maintenant, ce qui est bien avec ça, parce que c'est vrai que, alors, en plus là, il fait un petit peu chaud en ce moment, donc les gens, quand ils arrivent à table, ils ont envie de boire quelque chose. Même les bières sans alcool, il y a un peu plus de demande. Alors, je suis britannique, donc moi, j'adore la bière. La bière sans alcool, j'y trouve pas forcément mon compte, mais alors après il y a un entre-deux aussi. Moi, je le vois au niveau de la bière. On a aussi aujourd'hui des bières beaucoup moins fortes. On a des bières à 4 degrés, 3 à 4 degrés, mais qui sont très très bien travaillées. Alors qu'avant, c'est vrai que soit on avait les bières, on va dire du quotidien avec modération, et des bières triples, mais qui pour le coup étaient très fortes. Et aujourd'hui, on arrive à trouver des choses vraiment très très bien travaillées, mais avec peu d'alcool, et c'est plutôt chouette. Donc non, sur l'apéritif, je pense qu'il y a vraiment une évolution dans la notion de consommation d'alcool, mais ce qu'on voit quand même, parce que il y avait tout un temps même dans les restaurants, il y avait les cocktails sans alcool. C'est pas ça, l'apéritif, c'est pas ça. Mais ça coupe pas la convivialité et le côté agréable de l'apéritif. Alors forcément, chez nous, il y a des petites choses à grignoter, les amuse-bouches. C'est la question, qu'est-ce qu'on mange avec un apéritif, Mais après... ce qui se mange, moi, j'aime bien les choses plutôt simples. Moi, l'apéritif, ça reste quand même un moment d'échange et de partage. Donc, si on est entre copains, des bons chips, des cacahuètes, c'est bon, hein, ça marche toujours bien. Après, les choses simples, telles au resto, ça correspondrait pas, mais un peu de charcuterie, un peu de fruits, un peu de fromage, c'est pas mal. Selon ce qu'on va venir manger après, mais la charcuterie taillée très finement, mais qui a beaucoup de goût. Donc ça, on n'est pas sur quelque chose de trop lourd. Une petite terrine bien relevée, avec quelque chose d'un petit peu piquant sur un bon pain. Quelque chose de facile, et d'autant possible quelque chose qui se partage. C'est-à-dire avoir son petite assiette à soi. Je trouve que ça casse un peu. Nous, il y a 2 moments dans le restaurant, dans le repas où j'ai tendance à partager. C'est bien l'apéritif et au café, où c'est posé au milieu et les gens se servent. Parce que l'apéritif, c'est un moment de convivialité, c'est un moment d'échange. On sait bien, on peut arriver dans un repas où on ne connaît pas tout le monde.
avant l'apéritif, avant l'apéro, voilà, ça peut être un peu, voilà, tout le monde trouve un peu sa place. Après, il a un rôle social. Enfin, il y a une action sociale pendant l'apéritif, effectivement. Ouais. Il est là pour faire la transition avant le repas. Ouais. Et c'est d'ailleurs toute la transition parfaite pour ma dernière question que je pose à tous mes invités. Le menu de tes rêves. Tu es au restaurant, tu es assis en salle, en cuisine, une brigade prête à te confectionner les plats les plus fous. Ouais. Une entrée, un plat, un dessert. Une entrée, un plat, un dessert. Je pense que l'entrée, moi, sera quelque chose d'assez simple, mais genre un risotto d'asperges, juste avec un petit jus végétal autour, quelque chose comme ça, et un croustillant par-dessus, quelque chose de croustillant, mais assez simple. Le plat, je pense quelque chose sur un tourne de Rossini, mais vraiment... Avec une viande de qualité. Ouais, avec une viande de qualité. Ouais, un vrai foie gras, le vrai jus, vraiment à l'ancienne, avec les pommes de terre soufflées à côté. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Après, en dessert... Après, en dessert, je suis pas très compliqué. Mais genre une mousse au chocolat parfaite. Ou juste 4-5 desserts, mais très simple, île flottante, crème brûlée, mousse au chocolat, un petit bavarois, mais vraiment où tout est irréprochable. Il n'y a pas trop de gélatine, pas trop de sucre, où tout est juste comme il faut. Voilà. L'équilibre parfait, le geste juste. Même la salade de fruits, mais juste la salade de fruits où c'est taillé nickel pour la cuillère. Froid, mais pas trop, avec le sirop qui est juste sucré, mais pas trop. Ça m'irait très bien. Ouais. J'ai faim. Merci Nathan. Je rappelle que tu es chef du restaurant Les Reflets dans le quartier de Saint-André-d'Ornay, restaurant que tu co-diriges avec Solène, ta compagne. Il paraît qu'on peut même manger dans la cuisine, on l'a évoqué. Pour cela, je vous donne rendez-vous sur restaurantlesreflets.fr pour réserver une table. Merci pour cet épisode qui, j'espère, donnera envie aux gens de découvrir ta cuisine, mais aussi de passer au fourneau. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Vous pouvez suivre les aventures de Saveur sur les réseaux sociaux. On se donne rendez-vous dans un mois et d'ici là, je vous invite à vous plonger dans les épisodes précédents de Saveur. Si vous souhaitez soutenir ce programme, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes de podcast et mettre 5 étoiles. Je vous souhaite un bon appétit, de bons repas et de jolis plats. À bientôt.